Bonsoir à tous, bienvenue sur RTV pour ce nouveau numéro au cœur des hommes. Place à l'Île-de-France ce soir, la Seine-Saint-Denis, 40 villes. C'est le département le plus jeune de France. On va parler de cette jeunesse, de cet avenir, les jeunes qui construiront la société de demain pour pouvoir vivre ensemble. Il faut tout simplement voir sa voisine et son voisin tel qu'il est, un remède, certainement une solution pour faire face à ces préjugés qui malheureusement existent encore aujourd'hui. Mais heureusement, il y a des hommes, il y a des femmes qui y croient toujours, qui sont conscients de cet avenir, de cette jeunesse, de leur talent. Et ce soir, c'est un homme qui y croit, qui a toujours cru. C'est un boulimique de travail, de passion, toujours pour les autres et auprès des autres. Idriss Niang, bonsoir Idriss. Bonsoir Chaban. Merci une nouvelle fois d'être avec nous. Alors je rappelle, vous êtes président de l'association Agir Ensemble. On va en parler de cette association. On vous a reçu sur RTV il y a maintenant 2 ans. Quasiment jour pour jour. Et on voulait vraiment vous recevoir à nouveau pour faire le point sur ces avancées, sur cette association. Et je vous l'avais promis d'ailleurs de vous recevoir à nouveau. Alors comment ça va depuis? Je crois qu'on a bien évolué. Vous aviez notamment un projet d'avoir un permis de conduire à 150 euros. 150 euros. Ça y est, c'est mis en place. C'est mis en place. En fait, pour revenir sur le projet du permis, on a commencé en 2012. On avait répondu à l'époque à un appel à projet de l'accès. Donc c'est un dispositif de la préfecture. Donc à l'époque, on avait permis à 10 jeunes de passer ce permis à 150 euros. Et par la suite, on l'a continué. Chaque année, on faisait passer à 20 ou une trentaine de jeunes ce permis. Du coup, cette année, on a fêté nos 100 permis et on a fait un agrément auprès de la préfecture pour devenir auto-école associative, pour permettre maintenant, sur une année, de former 100 jeunes. Alors c'est sérieux, sur les réseaux sociaux, sur votre page Facebook notamment, on aperçoit cette voiture, cette nouvelle voiture auto-école. L'inauguration a eu lieu il y a quoi, une dizaine de jours? Ouais, une semaine et demie, on va dire. À peine. Et en fait, ce projet, on a pu le concrétiser avec la SNCF, parce qu'il y a la SNCF qui nous a sollicité pendant les grandes vacances pour faire le recrutement de conducteurs de tram-tramway, donc ils passent par notre structure. Et par la suite, leur contrepartie, c'était de nous financer 2 voitures auto-école. Alors, le permis de conduire à 150 euros, c'est possible. Néanmoins, il y a tout de même une contrepartie. Vous êtes toujours dans l'éducation, la prévention. Oui. Voilà, toujours. Nous, il y a toujours une contrepartie. En fait, au sein de l'association, on essaie de développer différentes initiatives en limitant tous les freins financiers que les jeunes peuvent rencontrer. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de mettre ce permis en place. Mais leur contrepartie, une fois qu'ils obtiennent le code, ils doivent faire une sensibilisation sur les dangers de la route. Dans la SSR 1 à SSR 2, ça se passe au collège. Du coup, nos jeunes sont ambassadeurs de la sécurité routière. Alors, Idriss Niang, c'est cette association qui existe maintenant depuis quelques années. Bientôt 10 ans. Bientôt on fêtera 10 nos 10 ans en janvier prochain. Donc ça passe Alors, vite. on va rappeler rapidement un peu les actions que vous menez. Donc, l'humanitaire au Sénégal, le prochain voyage, 19 L'humanitaire, novembre. pas qu'au Sénégal, au Maroc également. Mais c'est vrai, prochainement, nous partirons avec un groupe de 15 jeunes au Sénégal. Donc, les dons que vous demandez sont clairs, c'est les fournitures scolaires. Exactement. Toujours, on travaille dans l'éducation, donc c'est fournitures scolaires. Arrivé là-bas sur place, on va travailler avec des orphelinats et des établissements scolaires. On peut rappeler aussi le BAFA. Le BAFA, c'est ce qui permet… Le brevet d'aptitude à la fonction d'animateur, c'est le premier sésame dans l'animation. Donc, on forme à peu près 150 à 200 jeunes par an. En mars 2017, on a formé nos 1000 jeunes sur le territoire de la Seine-Saint-Denis. Et là, donc, on continue. C'est vraiment c'est la grosse activité de l'association, le BAFA. 1000 jeunes, et on peut rappeler aussi que le BAFA, parfois, lorsque les jeunes sortent un peu de leur scolarité, une mauvaise expérience, c'est vraiment le diplôme vers lequel on peut se diriger. Voilà, c'est ça. Nous, on s'était rendu compte, on avait mis le BAFA la première fois en février 2010 pour un groupe de 20 jeunes seulement. Et du coup, on est passé à 1000. Mais de 2010 à 2014, à cette époque-là, on était peut-être à 400, 500 jeunes. Et on s'était rendu compte que plusieurs jeunes y venaient dans cette formation suite à un échec scolaire. Du coup, ce BAFA, c'était une seconde chance pour eux. Voilà. Et par la suite, on s'est dit, on va donner une première chance. Et de là, on a mis en place un accompagnement à la scolarité. Et on bénéficie d'un agrément classe. Un accompagnement scolaire, un petit clin d'œil à cette maman. Comment elle va, cette maman de 44 ans qui a eu son bac? Très bien. Du coup, là, maintenant, elle va avoir 47 ans bientôt. Du coup, elle était venue nous voir, Sandrine, au passage, un petit bonjour. Et du coup, elle avait passé le bac avec nous il y a 3 ans. Elle ne trouvait pas de structure pour l'accompagner. Quand elle était venue dans nos structures, pour la petite anecdote, elle était venue me voir, elle m'a dit « Est-ce que vous accompagnez les grands ?» Et je lui dis à l'époque « Oui, on accompagne les grands, donc si vous avez des enfants en terminale, vous pouvez les envoyer. » Elle me dit « Non, les grands. » Et je lui dis « Comment ça ?» Elle me dit « Moi, j'aimerais être candidate libre, mais je ne trouve pas de structure. »
Et moi, du coup, on s'est dit, allez, on va se lancer ce pari d'accompagner cette dame. Et par la suite, elle a obtenu son bac avec mention bien. Donc, voilà, c'était une belle initiative. Belle initiative, une belle aventure. Et Une ça a belle permis aventure. aussi parce que l'accompagnement aussi, ça permet à ces jeunes, 44 ans, c'est jeune pour cette maman à l'époque, de se révéler, de prendre confiance en soi aussi, de révéler son talent. Voilà, mais aussi une reconversion professionnelle. Parce que elle occupait un poste, mais avec ce bac, elle a pu prétendre à un poste supérieur. Alors, bien évidemment, au cœur des hommes, c'est essayer d'aller à la rencontre de ces personnes et on va essayer de vous connaître un petit peu plus. Alors, Idriss Niang, vous êtes originaire de Drancy, en Seine-Saint-Denis, originaire aussi du Sénégal. Exactement. Mes parents sont originaires du Sénégal et moi, je suis né à Paris. Alors, en troisième, ça ne se passe pas trop bien. Vous aviez déjà un peu de mal peut-être au niveau du cursus scolaire. Ah, vous aviez vraiment. un rêve, c'était absolument la fac. Ça, il fallait aller en fac. Exactement. Mais bon, en troisième, ça se passe vraiment pas très bien, mais vraiment pas très bien, puisque je commence sur une classe de troisième. En plus, en cours de route, je change même d'établissement. Donc, à un moment, je me retrouve au Blanc-Minil. Quand je me retrouve là-bas, ceux qui sont dans ma classe, moi, à cette époque-là, j'ai 14 ans parce que je n'avais pas redoublé. Dans ma classe, ils ont déjà 16, 17. Il y en a même qui fêtent leurs 18 en deuxième partie d'année. Et bon, ça se passe vraiment pas très bien. Et du coup, on m'oriente en BEP. À l'époque, c'était un BEP. Donc, je vais en BEP par défaut. Et je vais sur un BEP maintenance, système, mécanique, automatisé. Et lors d'une discussion avec un assistant d'éducation, il m'explique que voilà, il est assistant d'éducation pour financer ses études, mais qu'il va à la fac. Et il m'explique qu'avec n'importe quel bac, on peut aller dans une fac. Et du coup, là, à partir de seconde, je me dis, allez, nouvel objectif. Dès que j'obtiens mon bac, je vais à la fac par la suite. Sauf qu'arriver en fac, ce n'est pas si simple. Et je crois que même vous aviez un professeur qui vous avait dit, mais alors attention, avec ce bac-là, la fac, Exactement. Idriss, ça va être totalement le… Exactement. J'avais un professeur à l'époque, c'était mon professeur de communication technique, Monsieur Fougère, parce qu'on les oublie jamais, ces Qui professeurs. est en retraite. Ah, qui est en retraite là depuis, je pense, une décennie quand même. Et du coup, il vient me voir et bon, je m'entendais vraiment bien avec lui. Et c'était pas pour me décourager, mais c'était vraiment pour que je fasse, pour me dire que ça allait être compliqué, pardon. Et quand il vient me voir, il me dit, bon, bah regarde, tu vas avoir ce bac pro, parce que je pense que tu vas l'avoir, c'était un peu avant les épreuves. Il me dit, tu l'auras, mais ce sera compliqué, parce que c'est un bac pro. Et un bac pro, en fait, on n'a pas le même rythme que ceux qui sont d'un bac général. Donc après, je me suis dit, bon, on va quand même tenter. Et j'ai commencé par une fac de sport, en STAPS. Et arrivé en STAPS, là, vous pensiez là- que c'était le sac de sport Exactement. et la course à pied tous les jours, mais non. Voilà, moi j'étais sportif, donc je me suis dit, allez, ça va être. Moi je faisais de la boxe, je faisais un peu de foot, etc. Donc je commençais à regarder, j'avais entendu parler de ping-pong, je me débrouillais bien également au ping-pong, tennis de table. J'avais vu du judo, bon, tous les sports, ça me parlait, donc il n'y avait pas de souci. Mais quand j'arrive à mon grand désarroi, Physique, sciences. anatomie, plein de matières que je ne connaissais pas au lycée, donc ça a été compliqué. Dissertation aussi. Petite anecdote avec la dissertation, vraiment. Première matière, donc voilà, première épreuve, je vais en dissertation. Et bon, le prof, il commence à donner les copies. Et moi, j'avais fait connaissance avec différents élèves. Et en début d'année, à la fac, c'est souvent tu viens d'où, tu viens de quelle filière. Et moi, à cette époque-là, j'ose même pas dire que je viens d'un bac pro. Eux viennent tous de général. Donc déjà, même quand on vient de technologique, eh ben, c'était déjà assez compliqué. Alors, un bac pro, c'était Parenthèse, vraiment pas avant de reprendre cette anecdote, c'est tout de même toujours un peu difficile. Encore une fois, peut-être certainement là en 2018 qu'on a des préjugés aussi en arrivant un peu dans une classe de prépa, une faculté, en ayant un préjugé sur son cursus précédent. Bah après, c'est par rapport, je pense, moi, par rapport au rythme qui est imposé. Nous, en bac pro, on est vraiment évalué sur nos stages. Alors que dans l'enseignement général, eh ben, ils multiplient toutes ces matières où ils doivent travailler tout au long de l'année. Et moi, après, ce que je dis à chaque fois, c'est que quand on est en bac pro, on est habitué à travailler sur des 25 mètres. Alors qu'eux, en général, ils s'habituent qu'à faire des 100 mètres. Et nous, quand on arrive à la fac, on dit bah, maintenant, tout le monde va faire un 100 mètres. Et pour celui qui faisait que des 25 mètres, eh ben, à un moment, c'est compliqué. Donc, une dissertation, vous, au lieu de 4 pages, vous en faites que 2. Et là, vous Je voyez fais les une notes page, dégringoler. Voilà, je vois toutes les notes dégringoler. Alors que moi, franchement, j'étais vraiment, au départ, j'étais ambitieux parce que je me suis dit, ça doit être moi la meilleure note. Et parce que l'année d'avant, moi, quand j'étais en terminale, j'avais vraiment d'excellentes notes en français. Il y avait mon professeur qui m'encourageait et qui me disait, non, mais vraiment, tu as vraiment de belles notes. J'ai rarement noté un élève comme toi. Et du coup, moi, au moment de la dissertation, je me dis, la meilleure note, c'est moi. Mais avec grande surprise, j'apprends que j'ai 2. Donc ça, c'est ma première note à la fac, 2. Et là, j'ai même le professeur qui vient me voir et qui me dit, tu vois, en plus, nous, à la fac, quand on met 2, c'est parce qu'on ne met pas 0, parce que tu as rendu un travail. Mais en gros, il m'explique que j'ai rien à faire ici. Donc, pour aller vite, bon, vous persévérez tout de même, vous quittez cette fac.
vous arrivez à réintégrer un nouveau cursus. Exactement. Donc après, je quitte. Bon, je fais qu'une première année en STAPS. Par la suite, je vais en lettres modernes. Je fais une première année, puis une seconde. Mais à un moment, je dois l'arrêter, la seconde année, parce qu'à un moment, je devais contribuer aux besoins de la famille. Du coup, j'arrête. Et par la suite, je reviens, mais 3 ans après, avec le système, avec un principe, c'est celui de la VAE, la validation des acquis de l'expérience, qui me permet de repartir à la fac. Et là, je fais une licence en sciences d'éducation. Vous Oui. êtes non, mais vous êtes un exemple, vous persévérez. Alors, dans vos locaux, il y a cette devise de l'alchimiste de Paulo Coelho. C'est justement la possibilité de réaliser un rêve qui rend la vie privée intéressante. Il faut persévérer, il faut avoir son rêve en tête, et comme Exactement. vous l'avez fait. Ouais, c'est ce que je dis à chaque fois aux jeunes, hein. Bah, nous, on a aussi une petite citation, discipline, travail, réussite. Et comme on dit toujours, bah, le travail finit toujours par porter ses fruits. Idriss, on va se revoir dans quelques instants. On va se faire une petite pause en images. On parlait tout à l'heure de vos actions. Il y a aussi les féminines. Et chaque année, vous organisez notamment un tournoi de foot. On va revoir en images. On pourra en parler juste derrière, notamment sur cet événement qui a eu lieu en 2016.
Nous étions, Idriss, en train de regarder ces images. Il y a toujours une émotion de voir ces jeunes filles, ces tribunes pleines. Après une journée, alors moi j'ai eu le plaisir d'assister à cette journée du matin au soir. Il y a de l'émotion, il y a aussi de la fierté de voir en fin de journée dire « Ouf, encore une fois, nous y étions ». Ouais, franchement, beaucoup d'émotions, hein. Là même quand je revois ces images. C'était c'était un tournoi assez compliqué à organiser, tout en sachant qu'on a vraiment tenu à inviter des équipes de toute l'Île-de-France. Après, c'était le pari qu'on s'était donné. On a réussi, il y avait vraiment beaucoup de niveaux, beaucoup d'enjeux. On a eu de bons sponsors parce que nous, voilà, sur cette thématique, on est accompagné par la Fondation de France dans un dispositif intitulé Allez les filles. On bénéficiait aussi de sponsors comme Nike, etc., qui nous ont permis de réaliser un bel événement. Allez les filles, donc place au football féminin. Féminin, voilà. Parce qu'en fait, on s'était rendu compte que les jeunes filles, malheureusement, elles n'ont pas leur place. C'est même pas dans les quartiers, c'est dans la société en elle-même. Parce que voilà, moi je vais vous donner un exemple. Si on va dans les centres de loisirs, on a cette parité de 6 à 10 ans. On va dans un centre de loisirs, on a autant de jeunes filles que de garçons. On va dans les maisons de quartier, de 12 à 14 ans, on a encore autant de jeunes filles que de garçons. Par contre, à partir de 15 ans, 17 ans, de 15 à 17 ans, on ne retrouve plus ces jeunes filles. Et donc voilà, nous, notre travail, c'était de trouver une place pour ces jeunes filles dans les quartiers. Alors vous parliez des partenaires à l'instant. Bien évidemment, ce parcours, une dizaine d'années au sein de cette association. On a parlé du BAFA, bientôt le Sénégal, Allez les filles, le permis de conduire. Depuis maintenant quelques années, les politiques s'investissent. Macron, après le plan Borloo en mai dernier, en mai 2018, propose de mettre encore en place des actions, des choses pour ces 1300 quartiers défavorisés en France. Comment vous aide le politique? Est-ce que vous êtes satisfait de leurs aides? Est-ce qu'il y a encore des choses à faire ou est-ce que rien n'est fait? Satisfait parce que nous sommes quand même accompagnés dans nos initiatives. Mais insatisfait parce que pour percevoir des financements, c'est assez long. C'est-à-dire qu'entre le moment où on réalise cette problématique, le moment où on répond à l'appel à projet et le jour où on perçoit ce financement, il s'écoule 1 an. Donc on ne peut pas vraiment agir dans l'immédiat, tout en sachant qu'encore une autre fois, les appels à projet, ce sont comme des consignes qu'on donne à l'école. Et donc, on doit faire en sorte que notre projet coïncide avec leurs demandes à eux. Et des fois, leurs demandes à eux ne coïncident pas avec les réalités du terrain. Donc voilà, c'est compliqué ça. Donc c'est un peu long et là, vous faites encore appel d'abord à des dons, à des subventions et puis voilà. à ce que ça aille vite. Et beaucoup de mécénat parce que maintenant, les partenaires, on est assez connus et reconnus dans notre département. Donc du coup, on a une plaquette et on essaye de multiplier les mécénats parce que par rapport au délai, c'est beaucoup plus rapide. Il nous reste quelques petites minutes avec vous sur cette émission. Quels sont les obstacles que rencontrent ces jeunes? Ils n'ont plus de place, on ne les valorise pas assez. Pourquoi sont-ils perdus? On sait qu'aujourd'hui, la jeunesse est un peu perdue au sein de ces quartiers, puisque vous travaillez au sein des quartiers défavorisés. Moi, je pense qu'au départ, on a déjà cette carence éducative. Parce qu'à l'école, bien souvent, ces enfants, parce que ce sont des enfants au départ, ils n'ont pas conscience que c'est avec l'école qu'ils vont pouvoir former leur avenir. Et par la suite, quand ils s'en rendent compte, malheureusement, ils ne sont déjà plus dans le cursus scolaire. Et ça flanche où? À la maison? Ça peut flancher à la maison, ça peut flancher… Français... Moi, par exemple, pourquoi on a mis en place un accompagnement à la scolarité? Afin de réduire les inégalités qu'il y avait entre les élèves qui bénéficiaient d'un accompagnement à la maison et ceux qui n'en avaient pas. Ça veut dire que, par exemple, s'il y a un enfant déjà à l'école, on lui apprend quelque chose et qu'il n'a pas compris, par la suite, ça va être compliqué pour lui. Oui. Donc, quelque part, ces zones d'éducation prioritaire, elles sont utiles, ça fonctionne depuis quelques années, alors que vous êtes là avec les associations, alors que peut-être ce sont les institutions, c'est peut-être l'éducation nationale qui doit prendre place sur vos actions. Comme je dis assez souvent, c'est que si nous, on est là, c'est qu'il y a un problème. Parce que moi, je réponds qu'à des problématiques. Donc là, normalement, l'idée, ce serait que nous ne soyons plus là. Et à partir du moment où on ne sera plus là, c'est que tout ira bien normalement. En tout cas, vous êtes encore là. On va se faire une petite pause. Direction le Sénégal. Il y a quelques temps, vous étiez au Sénégal pour la distribution et même la rénovation d'une école. Et on se retrouve juste après pour le mot de la fin. Idriss Niang, président de l'association Agir Ensemble, en compagnie de M. Charlie Niobé du Jamel Community Club. On est là pour l'association Agir Ensemble. L'éducation, c'est très important en Afrique. L'éducation, c'est très important dans ce monde.
Sénégal. Yeah. Agir ensemble, son président Idriss Niang, on vient de voir, regarder à nouveau ces images pleines d'émotions avec ces enfants qui brandissent leur cahier bleu. C'est une fierté, je pense qu'arriver sur place. Ouais, beaucoup d'émotions. Hein. J'étais en train de revoir les images parce que nous, du coup, je les avais vues à l'époque. On avait partagé beaucoup dans les réseaux, etc. Mais du coup, ça faisait quand même longtemps que je n'avais pas revu vraiment ce petit reportage de A à Z. Donc, ça, franchement, je me suis remémoré plein de souvenirs, plein de beaux souvenirs. Et sincèrement, une satisfaction. Ouais. Merci à toute l'équipe. Vous n'êtes pas tout seul aussi. Exactement. J'ai une très, je ne sais pas combien de fois je peux le dire, le mot très belle équipe. Et c'est eux qui me donnent beaucoup d'énergie et qui me permettent de réaliser toutes ces actions. Merci à tous ces bénévoles. Sarah, qui est avec nous aujourd'hui dans les coulisses du studio. Un petit coucou à Sarah. Et qui participera au prochain voyage, donc du 19 au 29 novembre. Exactement. Et vraiment, big up à nos bénévoles. Moi, on avait reçu un prix en cours d'année. C'était au mois de mars ou avril, par la plateforme de Paris qui primait notre projet sur le permis. Et à ce moment-là, je leur avais demandé, parce que d'habitude, quand on reçoit un prix, on peut y aller avec les parents et 2-3 membres de l'association. Et moi, je lui avais demandé de venir avec mes bénévoles. Et du coup, il m'avait demandé, bon, bah, vous venez à combien? On était parti à 80. Donc, du coup, la ville, elle nous avait mis un car à disposition. On était parti à 80 à Paris. Et pourquoi? Parce que quelle que soit l'organisation, on met toujours en avant le président, le maire d'une ville, etc. Mais moi, sans mon équipe, je suis rien du tout. Et donc, voilà, c'était vraiment En tout cas, une équipe que vous avez su mettre en place et bâtir depuis une dizaine d'années. Un bel exemple, en tout cas, de persévérance, d'action, même si vous le disiez tout à l'heure, en troisième, ce n'était pas gagné, mais quel parcours. Avec le travail. Franchement, c'était vraiment compliqué. Hein. Je me rappelle, moi, quand j'étais à la fac, à un moment, j'allais encore le dimanche. Je faisais 35 heures et plus, j'allais à l'école en initiale, etc. Donc, c'est beaucoup de sacrifices. Et à un moment, on espère. Et on se dit, j'espère que ça va payer. Et avec ce qu'on fait aujourd'hui, je me dis que ça a payé, mais ce n'est que le début. Ce n'est que le début, l'aventure ne fait que commencer. Cette espérance, cet espoir que vous transmettez aujourd'hui aux autres. Merci Idriss Niang, vous êtes donc le président de cette association Agir Ensemble. Vous allez sur les réseaux sociaux, on en parle
que de vous. Merci, merci infiniment. Merci à toute l'équipe d'avoir été avec nous pour préparer cette émission. À très vite pour un prochain numéro au Cœur des Hommes.